tir, Mario. Oh, okay. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Mais quel arrêt de la part de côté quasiment bon. De laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est bon! Et voilà! L'assurance est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit les deux entraîneurs finalistes. Donc, dans un premier lieu, on va recevoir coach Éric Ailey des Trois-L de Rivière-du-Loup et dans un second temps, on va recevoir Christian Deschênes des Éperviers de Sorel-Tracy. Dave, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Le temps se réchauffe, c'est signe que la finale arrive, donc c'est le fun, c'est le fun. Ouais, ben, pour toi, le temps s'est peut-être refroidi parce que tu étais au show la semaine dernière. Donc, là, 2 semaines. Là, 2 semaines. Ouais, j'étais revenu la semaine dernière. Donc, la finale, ça commence à 20h vendredi à Sorel-Tracy entre les Éperviers et les 3L. C'est quand même... c'est rendu un classique là, de la Ligue nord-américaine, une finale entre ces deux équipes-là, Dave. Ben oui, c'est les deux équipes. Tu sais, techniquement, Laval et Thetford Mines se sont rencontrés 3 fois en finale, mais il y a 2 de ces fois-là, c'était comme en 2001-2002. Fait que ça fait un petit bout, puis l'autre fois en 2022. Mais ouais, au niveau de Sorel, Rivière-du-Loup, ça va être la 3e fois en 10 ans. Donc, c'est 2 équipes là, qui sont habituées de se rendre en finale. Rivière-du-Loup, ben, 2e année de suite. Sorel-Tracy, ça va être la première fois depuis 2019. Donc, non, ça va être intéressant. Puis, comme de fait, ben, Rivière-du-Loup en avait gagné une, Sorel en avait gagné une. Donc, tout est en place pour jamais 203, savoir là, c'est laquelle des deux villes qui va avoir un petit peu le dessus sur l'autre. Donc, ça va être le fun à voir. Puis, surtout que les fans risquent d'être au rendez-vous. Là. Je me rappelle là, justement en 2016 et en 2018, c'était plein là, dans les 2 places. Donc, c'était le fun à voir. Puis, des foules de 3000 et plus, là, 3500 à Rivière-du-Loup, puis 2000 à Sorel, là, ça va être le fun. Justement, j'ai vu une publication de la Ligue nord-américaine de hockey aujourd'hui, même des petites photos là, de 2016 et 2018. Donc, j'en ai ajouté même également, là, mais je vais en défiler quelques-unes. Ouais. On voit déjà des visages d'émotion. Ouais. Christian Deschâtelet ici. Gilles Rousseau, la première fois que ça va être la Coupe Gilles Rousseau. Photo des champions en 2016, les 3L, qui jouaient avec l'uniforme noir et jaune à l'époque. Donc, on peut aussi montrer une photo là, qu'on soulève la coupe du côté des Éperviers. Photo ici avec Gilles Rousseau. C'est de circonstance, la coupe Gilles Rousseau. Donc... Exact. On a vu le Sylvain Deschâtelet et Marco Cousineau qui avaient été les MVP de ces séries-là à l'époque. Également, les 2 fois, la coupe s'était gagnée à Rivière-du-Loup. Donc, est-ce que ça va être la même chose cette année ou ça va se gagner à Sorel? Peu importe là, laquelle des 2 équipes, mais est-ce que c'est les fans là, de... Quoique la coupe s'était gagnée aussi à Rivière-du-Loup l'année dernière. Donc, à chaque fois que Rivière-du-Loup s'est rendu en finale dans leur histoire, la coupe s'est gagnée là-bas. Ça va être à voir. La Coupe s'est gagnée juste une fois à Sorel-Tracy en tant que telle en 2013. Puis c'était les Marquis qui l'avaient gagnée à Sorel. Yes. Donc, peut-être quelques salutations là, avant d'y aller avec notre premier invité, Éric Ailey. Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir les boys. Cette finale va être chaudement disputée selon moi. Marjorie qui nous dit bonsoir les gars. Danny est pas avec nous ce soir, devait l'aider. Un ring de lutte. Là. Donc, on salue Danny. Pierre Lessin qui dit Christian Deschênes, grand leader du Saint-François de Sherbrooke. Donc, on remonte un peu dans les souvenirs là, du côté de Pierre qui nous salue également. Jérôme Lévesque qui nous dit salut à tous. Vous êtes forcés, les boys, ce soir sur l'heure 36. J'avais une casquette tantôt, je l'ai enlevée. Une petite backquire. Je pense que là,
C'est une chemise en manche courte aussi, c'est pas... Ouais, c'est ça, moi aussi, j'ai une chemise en manche courte. Ouais. C'est plate, sinon c'est plate pour Danny Charette qui soit pas là. J'aurais pu demander comment est-ce qu'il a trouvé WrestleMania en fait semaine, mais ce sera pour une autre fois. Denis Arsenault qui dit « Salut les boys, go 3L, go! » Pierre qui dit Dumas, voilà la photo que les éperviers veulent la coupe. Mathieu Dumas qui était sur la photo. Également un ancien de Sherbrooke. Je pense que Pierre est un fan du Saint-François de la belle époque. Richard Poirier qui nous dit bonne émission les gars également. Donc, je pense qu'on est prêt à y aller avec notre premier invité. Let's go. Prélude à la finale. Donc, coach Éric Ailey des 3L, comment ça va, Éric? Salut, boys, ça va très bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Je vais te reposer la question, je te l'ai posée. On était avant le show, mais comment on se sent là, à l'aube là, de cette finale? Est-ce qu'on a des papillons un petit peu? Écoute, on a les papillons, on est super contents, tu sais. On a travaillé fort pour se rendre là, puis écoute, on y est, puis juste on a une couple de jours, on était chanceux, là, on a eu quand même un 7 jours là, pour se reposer. Bon, on a eu la fin de semaine pascale, puis pour être en famille. Donc, on est prêt à travailler, puis aller pour cette belle finale. J'imagine que justement, avec Sorel qui avait réussi à finir sa série en 4, c'était primordial, j'imagine, de closer ça le plus vite possible, puis pas d'étirer ça inutilement contre Laval. Écoutez, quand tu es devant 3-1, tu veux toujours finir la prochaine game, mais les playoffs, tu ne sais jamais. Une série, tu ne sais pas comment ça peut virer. Puis les games sont tellement serrés. Donc, c'était l'idéal de finir le plus tôt possible, mais c'était l'idéal de gagner notre série. Donc, c'était pas en vertu de la finale. On avait un chemin à faire. Et c'est terminé en 5 matchs contre Laval. Donc, tu disais c'était le congé pascal. Là, si on regarde peut-être des équipes professionnelles de la Ligue nationale ou peu importe, on a peut-être des activités pour consolider un peu l'esprit d'équipe. Du côté des 3L, là, comment qu'on se prépare là, une semaine avant là, le premier grand duel là, pour consolider les liens? Bien, en fait, le plus important, là, les séries, là, c'est très éprouvant là, pour les joueurs, pour le staff au complet, parce que derrière ce qu'on voit à la caméra, il y a des gens qui travaillent fort, donc c'est important le repos. On pense nos blessures, puis nous, le staff, bien, on prépare justement la finale. On regarde Sorel, on regarde s'il n'y a pas des petites choses là, qu'on peut trouver pour essayer d'avoir un petit avantage. Puis c'est tellement serré les matchs, donc ces petits avantages-là sont importants. Donc, c'est de se préparer, s'assurer que notre équipe est prête, puis s'assurer de donner les outils nécessaires pour qu'ils soient prêts à affronter les adversaires qui est Sorel. Donc, si on revient sur la saison dans son ensemble, pour faire un petit peu le portrait de comment est-ce que vous êtes arrivé là, entre saisons quand même assez importantes à Rivière-du-Loup. Défaite Crève-Cœur, évidemment, en finale l'année dernière. Ensuite de ça, on perd Maxime Saint-Cyr, on perd Loïc Marcotte, on perd Marc-Olivier Crevier-Morin, pour ne nommer que ceux-là là, qui étaient des gros morceaux. Michael Ward également. Oui, exactement, à la retraite. Comment est-ce qu'on apprivoisait justement cette saison-là? Est-ce que justement on se disait que peut-être qu'il fallait il allait avoir un petit setback de rebâtir quelque chose, ou on se disait que non, on pensait tout de suite là, qu'on pouvait quand même là, justement réaccéder à la finale comme l'année dernière que vous avez fait? Comment est-ce que vous aviez approché cette saison-là qui était quand même remplie de changements? Oui, beaucoup de vétérans. Là, le draft d'expansion, ça fait mal à toutes les équipes, dont Rivière-du-Loup, mais Fabien Dubé a travaillé excessivement fort pour emmener une équipe là, très compétitive là, dès la première année. Mais si on lui pose la question, c'est lui qui va vous répondre. Mais je pense que c'est un 2 à 3 ans là,
pour les jeunes de s'acclimater. Tu sais, la Ligue nord-américaine, c'est une ligue qui est complètement différente de tout ce que les gars ont vu. Puis c'est pour ça que quand tu as une couple de vétérans puis qu'ils sont capables de faire apprivoiser cette ligue-là, puis de s'assurer que les gars se gardent en forme la semaine, qui touchent à la glace. Tu sais, nous, on est loin. On ne peut pas toucher à la glace à tous les semaines, puis aller au gym. Donc, c'est sûr que là, on commence le camp d'entraînement. On a une dizaine de gars de l'année d'avant où on a fait une belle run, qu'on s'est rendu en finale, qu'on a perdu la coupe. C'était crève-cœur le 6e match en prolongation. Mais ces vétérans-là, il y avait un an d'expérience dans la ligue. Fait que les vétérans qu'on a, c'est des très, très jeunes vétérans. Puis, il s'est greffé à ça une dizaine de joueurs, des belles trouvailles que Fabien a faites. Puis, je te dirais là, que... Puis comme coach, on dit toujours, tu sais, le début de saison, c'est important. Il faut aller récolter des points. Les équipes sont pas à point dans le système de jeu. Puis, on veut aller profiter de ça en début de saison, tu sais. Puis, cette année, c'était un peu plus difficile en début de saison. Ce qui a fait peut-être mal, c'était parce qu'on voulait quand même finir dans le top 3, top 4 quand on a commencé la saison. Puis je pense que notre début de saison a fait mal là, dans ce point de vue-là. Ben ça, je te disais avant l'entrevue, là, les 10 premiers matchs, seulement 3 victoires. Ben, c'est ça. Le temps que tout ce beau monde-là puisse jouer ensemble, travailler ensemble, assimiler le système de jeu, assimiler la ligue qui est complètement différente. Donc, ça n'a pas été un début de saison qu'on avait espéré. Puis, ça s'est quand même rétabli là, en milieu de saison, là, où on a été capable de récolter là, notre part de points là, pour justement là, avoir une lutte là, jusqu'à la dernière fin de semaine là, pour espérer une place là, dans le top 4 là, pour avoir l'avantage de la glace pour la première série. Mais même, je rajouterais là, du côté de Fabien Dubé, on a graffé beaucoup de joueurs là, dans l'entre-saison, début de la saison, mais je pense que même jusqu'à la date limite des signatures, des transactions, on a eu des ajouts comme Pascal Labelle, Jérémy Martin qui sont quand même significatifs. Là. C'est exactement, c'est des joueurs là, qui se sont greffés, là, qui étaient prêts à jouer tout de suite, là, des joueurs de qualité. Jay Martin arrivait des Patriotes de QTR. Laberge, il était ici au Québec, puis en faisant l'échange avec Québec, il a vendu l'idée là, de venir essayer ça à Rivière-du-Loup, puis il a tout de suite embarqué dans le projet. Donc, il y a eu des ajouts, des échanges, des joueurs qui sont arrivés dès le début de la saison, puis tout ça ensemble, il faut que les gars, premièrement, assimilent le système de jeu, acceptent leur rôle aussi. Des fois, il y a des rôles un petit peu différents, mais je pense que justement, la force de notre équipe, c'est d'attribuer un rôle à tout le monde, puis de jouer à 20 joueurs là, à 18 joueurs plus un gardien de but qui est dans le net. Mais justement, on a opté là, pour l'alternance là, pendant toute la saison, puis même durant les séries, parce que nos deux gardiens vont super bien. Donc, je pense que c'est la nouvelle ligne nord-américaine qu'on est en train de voir. Puis Sorel est bâti là, sensiblement comme ça. Donc, c'était une saison où on a eu nos hauts, nos bas. Vers la fin de saison, là, ça allait peut-être un petit peu moins bien. Puis, fallait s'assurer là, de bien finir ça notre dernière fin de semaine avant d'entamer les séries. Ça, c'était très important. Puis, on a multiplié les appels. On a multiplié les meetings. Puis, on s'est assuré que tous les joueurs étaient
à jour dans le système, dans leur rôle. Puis depuis ce temps-là, depuis la dernière fin de semaine de la saison, là, je vous dirais là, l'équipe, on n'est pas parfait. On est loin d'être parfait, mais on connaît, on donne du bon hockey, puis on donne du fil à retordre aux adversaires. Si je prends un peu ce que tu dis, Eric, ça a été un travail de longue haleine, là, la saison depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a eu un point tournant dans la saison où Coach Haley, à un moment donné, a dû lever le ton dans le vestiaire, là, où il y a un point tournant? On vous dirait que Coach Haley n'est jamais de bonne humeur. OK. Mais en fait, j'y voudrais parfait. Puis, on en rit, là, le staff ensemble, puis on regarde les matchs à la TV, on regarde le show, puis regarde, ils sont pas parfaits, eux autres, ici, dans le show. Je le sais qu'ils sont pas parfaits, mais il y a du monde pour eux dire. Puis nous autres, on est dans la nord-américaine, puis il y a du monde pour eux dire. Mais en fin de compte, c'est la façon de le dire. Mais je sais qu'ils sont capables d'être bons, je sais qu'ils sont capables d'être concentrés, je sais qu'ils sont capables de faire les choses bien, en sachant très bien que ça ne sera jamais parfait, mais je veux m'en approcher le plus possible. Je te dirais, là, la dernière fin de semaine, avant d'entamer les playoffs, ça a été une fin de semaine qui était cruciale pour nous. Puis, on s'est assuré, justement, on jouait Sorel le vendredi, puis on jouait Québec à la maison le samedi, puis on tirait de l'arrière par 2 là, à Sorel, puis on était chercher cette victoire-là en tir de barrage. Donc, on a eu des bonnes discussions dans la chambre, puis les gars ont répondu. Puis depuis ce temps-là, je trouve qu'on a une bonne aire d'aller, puis on joue mieux là, comme équipe, on est plus dur à battre. Si on y va série par série, vous êtes rentré là, contre Thetford Mines, un bel addon pour vous, une chance de prendre un peu la revanche suite à la finale de l'an dernier. Ça a été quoi, selon toi, l'histoire de la série contre Thetford Mines? Bien, justement, quand je disais qu'il y avait une dizaine de joueurs de l'an dernier, puis une dizaine de joueurs qui s'est greffé à l'équipe cette saison, c'était justement une défaite crève-cœur l'année passée. Les gars, ils ont touché là, sans savourer cette victoire-là. Puis c'était une revanche contre Thetford Mines. On dit tout le temps que la quart de finale, c'est une des séries la plus dure à gagner avant de continuer le processus parce que justement, les équipes rentrent en santé souvent lors du quart de finale. Puis Thetford Mines, ben, il y avait le house scorer qui manquait. Puis je pense que ça a peut-être fait mal à Thetford Mines. Mais ça fut une même si on a pris les devants 3-0 dans la série, c'était une série qui était on a eu des matchs en prolongation, on a eu des matchs par un but. C'était une série qui était très serrée, très physique. Thetford, c'est un groupe dans les 10 dernières années, je pense qu'ils ont participé que 5 ou 6 fois à la finale. Donc, c'est une dynastie qui est à la bas, puis ils savent comment gagner, puis c'est une gang de vétérans, ils sont durs à battre. Donc, pour nous, là, c'était une très grosse victoire pour l'organisation. Puis je pense que les gars ont pris de la confiance là aussi. Là, quand tu passes la première ronde, puis tu t'attends à rien comme jeune équipe, jeune organisation. Puis la série contre Thetford, l'offensive a fonctionné quand c'était le temps de fonctionner. Défensivement, on a bien fait. Les unités spéciales, on a en désavantage numérique, ça a été très bien. En avantage numérique, on aime toujours avoir plus de succès, mais on a eu du succès à des moments très, très significatifs dans la série. Donc, ça a donné de la confiance là, pour entamer la demi-finale. Puis parlant justement de si on poursuit le parcours demi-finale contre Laval, une équipe que vous aviez battue en demi-finale l'an dernier, justement.
coïncidemment en 5 matchs. Donc, comment est-ce que vous avez approché cette demi-finale-là? Puis, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu réussir justement à la gagner, selon toi? Bien, je pense que Laval de cette année et Laval de l'année passée était un petit peu différente dans le sens où depuis les fêtes, là, il jouait très bien. Là, il dominait là, dans la ligue. Puis il semblait avoir opté pour plus une attitude de jouer dur, mais de jouer plus au hockey. Peut-être laisser un petit peu de côté là, le niveau toughness. Puis je pense que ça les a rendus meilleurs. Donc, on savait là, qu'on avait une grosse équipe là, à affronter en demi-finale. Puis, lors du premier match, c'était 2 périodes très serrées. On a eu vraiment nos chances de marquer là, dans les deux premières périodes. Puis, Pagliarulo a super bien fait. Puis, en troisième période, ben là, on a échappé 2 turnovers. Puis Laval, c'est un club qui sont capables de faire mal. Puis à 2-0, ben là, j'ai demandé d'ouvrir le jeu là, pour essayer d'aller chercher peut-être un but, 2 buts supplémentaires. Puis on a ouvert justement des opportunités à Laval. Puis, la game finit 6-0, mais c'est pas l'allure du match. Puis, c'était une bonne leçon qu'on a eue. Il fallait s'assurer d'être excessivement serré, rien donner à des joueurs comme Laval possède. Donc, à partir de là, on s'est encore réunis, on s'est parlé, on a fait du vidéo, on s'est assuré là, que les gars étaient prêts pour le lendemain à Rivière-du-Loup. Mais après une période, on menait 1-0. Une bonne première période. Ouais. Puis, finalement, ça a été pour un autre jour. Là. Exactement. Les compresseurs ont lâché. Je pense qu'il y avait 5 compresseurs sur 6 qui ne fonctionnaient pas. Donc, la glace est devenue de la slotch. Là. Donc, c'était impossible, là, absolument impossible là, de jouer sur une surface qui était comme ça. C'était dangereux pour les blessures. Puis là, il a fallu trouver un terrain d'entente, à savoir là, quand est-ce qu'on peut reprendre ce match-là. Puis on n'avait pas joué 30 minutes, donc il fallait recommencer à 0 ce match-là. Donc, le lendemain, Laval ne pouvait pas. Durant la semaine, on aurait pu faire jeudi, vendredi, samedi, mais jeudi à Rivière-du-Loup, vendredi, Laval, samedi, Rivière-du-Loup. Sauf que là, ça devenait impossible parce que, comme je disais, là, il y a des gars aussi derrière ça là, qui font un travail exceptionnel. Les trainers, les soigneurs, mais c'est trop de route, là, Laval, Rivière-du-Loup. Donc, on a opté pour jouer la deuxième game à Laval, puis 3-4 à Rivière-du-Loup. Puis c'est un 3-3. Puis dans ce ligue-là, c'est pas facile, les gars. Ils ont travaillé 40 heures. Ils sont plus vieillissants, mais on avait une jeune équipe. Puis on avait un système là, qui fonctionnait plus à 18 joueurs, 4 lignes, 6 défenseurs. Puis on disait d'être patient. C'était notre mot d'ordre. On jouait aux échecs, puis soyons patients. On a fait confiance à tout le monde. Puis on s'est dit, si on sort fort à Laval, puis on va chercher celle-là, ben, on en avait 2 à jouer à la maison. Donc, on est allé chercher une grosse victoire. C'était une très grosse victoire, 4-0 à Laval. Puis après ça, à Rivière-du-Loup, ben, justement, on tirait de l'arrière en troisième période par 2 fois, même par deux buts. On a fait le comeback. On était chercher un match en prolongation. Puis des matchs en prolongation là, dans les séries, là, c'est tellement important, autant pour celui qui gagne que ceux qui subissent la défaite. C'est pour le moral, ça peut être dur. Donc, on était chercher un gros match émotif là, avec les gens de Rivière-du-Loup qui étaient derrière nous. C'était une ambiance là, de finale.
Ben, il y en a justement dans le chat là, qui l'ont souligné que c'était l'ambiance là, au centre premier tech qui était assez malade. Puis on perdait par 2, puis les gens encourageaient, puis on sentait là, que la foule était derrière nous, là, puis c'est tellement important. T'sais. Les gars, quand ils sont fatigués, puis là, il était rendu deux matchs en 2 soirs en 3e période, puis on fait le comeback, on va chercher ça en prolongation. Puis le lendemain, on jouait à 14h, à 2h l'après-midi. Donc, ça prenait du repos, ça prenait de l'hydratation, une bonne alimentation. Bon, on avait très, très bien préparé les gars. Puis quand on est arrivé, je pense que justement de gérer le personnel là, pendant ces 3 matchs en 3 soirs-là a été très, très bénéfique. On est sorti, on volait sur la glace là, le dimanche après-midi. On a pris devant rapidement 3-0. Encore une fois, pour un dimanche après-midi, là, je pense qu'on était à 2005-2006. 2006 au centre premier tech. Puis les gars qui avaient les jambes lourdes un petit peu, je trouve qu'ils justement qui volaient là, justement. Là, on sentait la foule derrière nous. Puis l'être humain, c'est un être humain. Puis c'est un joueur de hockey, justement, c'est un être humain. Puis à 3-0, ben Laval ont commencé à jouer mieux. Puis nous, on était un petit peu plus fatigués, mais on était capable là, de garder ça à 3-2. Gagner le 3-3, ça fut un moment très marquant là, de la série demi-finale. Puis la dernière partie, 8-3, on l'avait souligné à notre émission la semaine dernière, là, mais 8 marqueurs différents. Denis Arsenault l'écrit également, 8 buts, 8 joueurs différents. C'est un peu ce que tu disais, là, que du côté des 3L, c'est vraiment une unité, une équipe par comité là, pour l'offensive autant que la défensive. On n'a pas de All-Star ou de gars qui va emmener seulement de l'offensive. On appelle ça, nous autres, dans notre jargon, des purs. Des purs offensifs. Ouais, okay. Des purs offensifs. On a... Puis ça, Denis Arsenault, là, c'est un de vos modérateurs, ça, si je pense bien, c'est ça? Non, mais il a écrit dans les commentaires là, du chat. Là, Denis, c'est... un des bons Denis. C'est mon meilleur Denis. Ça fait des siècles et des siècles qu'il est dans la Ligue nord-américaine. C'est notre statisticien à Rivière-du-Loup. Donc, je te salue, Denis. Tu fais une bonne job de modérateur aussi. Continue ta bonne job. Mais parlant de stats, pour revenir là-dessus, je suis allé la chercher justement parce que c'est un des points que je voulais apporter. Vous avez 11 joueurs qui est quasiment pratiquement l'alignement complet, qui a au moins 2 buts depuis le début des séries. Donc, c'est vraiment tout le monde à Rivière-du-Loup qui contribue. Là. Ben, c'est ça. On a réussi là, à former là, 4 trios équilibrés qui sont capables d'avoir le part de succès dans un match. Puis c'est jamais au même moment. Puis c'est ça qui est le fun dans les séries quand ça fonctionne bien là, dans une équipe, c'est que les gars, souvent il y a un switch. Les gars plus offensifs vont bloquer des shots, vont être appelés parce qu'on a une blessure, peu importe, à jouer en désavantage numérique. Puis les gars de désavantage numérique vont être appelés à jouer en avantage numérique. Puis c'est ce qui est beau des séries, c'est ce qui est beau de faire ça. Puis quand tu es capable de bien faire des choses que tu fais moins durant une saison, dans les playoffs, c'est ce qui fait une différence. Tu sais. Fait que pour ce qui est de marquer des buts, on n'a pas une équipe qui a marqué beaucoup de buts cette saison. Par contre, on crée beaucoup de chances de marquer. Puis dans les séries, justement, on continue à travailler sur cet aspect-là de créer justement des bonnes chances de marquer. Puis c'est un petit peu tout le monde là, qui y participe. Puis c'est ce qui fait qu'on a eu du succès jusqu'ici.
Parlant tu disais, Eric, là, que vous n'êtes pas une équipe qui marque beaucoup de buts. Pour faire la liaison, le premier pointeur de l'équipe, ça a été un défenseur cette année, votre capitaine Tristan Pomelo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, de votre capitaine? Notre capitaine, c'est la fierté de Rivière-du-Loup. C'est une personne qui représente l'organisation à merveille. C'est un joueur qui va donner l'exemple sur la glace. Il n'y a jamais de soir off. Du camp d'entraînement, c'est le premier à embarquer sur la glace, c'est le dernier à débarquer sur la glace. C'est un gars qui amène une énergie, une bonne humeur. C'est du positivisme. Puis, c'est le fun de voir ça qu'un gars là, justement qui vient de Rivière-du-Loup, qui représente l'équipe, qui est le capitaine, qui est capable en 2 saisons comme ça consécutives là, de se tailler comme le meilleur ou parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue. Je suis content de vivre ça avec lui. Je suis content pour lui surtout parce que il y a sa famille derrière lui. Il y a les gens de Rivière-du-Loup. Donc, c'est une figure marquante dans Rivière-du-Loup. Donc, je suis content pour lui qu'il ait du succès, mais le succès, il ne vient pas automatiquement. C'est un gars qui travaille fort, qui prend soin de lui la semaine, qui se prépare, puis il y a les toiles de tatouer sur le cœur, puis ça, il est capable de l'inculquer aux autres. Donc, les gens qui viennent peut-être plus de Montréal, Québec, de l'Estrie, les joueurs, ben, ils n'ont pas le choix d'embarquer. Puis, je suis bien content pour lui, bien fier de Tristan. Un petit commentaire dans le chat aussi qui parle de la longueur de ta barbe, Eric, là, et Richard Ouellet qui dit coudonc, le Rick, je regarde ta barbe, es-tu en série depuis octobre? Richard Ouellet, c'était mon trainer à Laval. Richard, I love you. Écoute, la barbe, on ne peut pas toucher à ça tant que. Disons que je la garde plus courte que ça habituellement, mais tant que c'est pas fini, ben, elle va pousser jusqu'à la dernière seconde des playoffs. Et, l'année passée, ça me fait penser, l'année passée, il y avait Loïc Marcotte puis Marc-Olivier Crevier-Morin qui en avaient des belles. C'est qui cette année qui se démarquerait chez les 3L qui fait compétition? Écoute, les gars sont laissés pousser la barbe, mais je pense qu'ils trichent. La semaine parce qu'ils arrivent la fin de semaine puis je trouve qu'ils sont taillés un peu. Taillés pas mal. Donc, écoute, je pense que j'aurais pas le choix là, de montrer l'exemple. Puis je pense que c'est moi qui est le chien en avant là-dedans. Vas-y, David. T'avais-tu là d'autres questions? Ouais, ben j'allais te poser justement parce que j'avais une dernière question pour notre coach ici présent. Et je vais la poser également tantôt là, à Christian Deschaines. Mais d'après toi, Eric, c'est qui les favoris là, pour la finale? Est-ce que c'est les Éperviers qui ont fini 2e ou bien les 3L qui sont en finale 2 années d'affilée? Écoutez, les Éperviers là, ont 7 points de plus que nous là, en saison régulière. Ils ont fait 47 points, fini 2e. Ils n'ont pas fait ça pour rien. Ils ont fait des bonnes choses durant la saison. Puis, les Éperviers, Sorel, c'est une organisation que je respecte énormément là, avec tout le travail qu'ils ont fait dans les dernières années derrière le banc. Là, puis, pour les commandites, pour les belles loges qui sont là, Christian, Dan Archambault. C'est des passionnés, c'est des gars qui travaillent fort. Une équipe de vétérans, quand même, ils ont plus de matchs. Il y a beaucoup de vétérans là, qui ont des matchs dans la Ligue nord-américaine. Puis ça c'est beaucoup. Je pense que ça va être les vétérans contre la jeunesse. Mais écoutez, Rivière-du-Loup, justement, on est là pour l'essayer bien comme il faut cette année encore une fois. Il y a 10 gars
cette équipe-là qui ont touché, mais ils n'ont pas goûté. Donc, on va tout donner. Ça va être une excellente série. Mais Sorel, on finit deuxième, on a fini cinquième. Ils ont des vétérans. Il y a des gars qui ont goûté à cette coupe-là dans ce vestiaire-là. Donc, je ne donnerai pas ma réponse, mais ça va être une excellente série. C'est bon, ça. Dave, est-ce que tu avais d'autres questions? Dans ce cas-là, en terminant, si tu avais un mot, peut-être plus particulièrement pour ceux des 3L, mais si tu avais un mot à envoyer là, aux fans là, à l'aube de cette finale-là. Absolument, mais en fait, là, je veux tout d'abord remercier là, les gens qui sont près de moi, là, ma famille qui sont près de moi, mais surtout mon staff. Fabien, j'ai Jimmy Vachon là, qui fait un travail exceptionnel. Je ne veux pas en oublier, mais qui fait un travail exceptionnel là, pour les vidéos. Tout mon staff, que ce soit médical, que ce soit pour l'équipement, que ce soit pour les statistiques. Vous faites un travail exceptionnel. Sans vous, on ne pourrait pas continuer. Puis moi, comme coach, je ne pourrais pas continuer. Les joueurs, chaque semaine, ils se tiennent en forme, ça s'assure d'arriver. Ils travaillent 40 heures, ils arrivent à l'aréna, ils sont concentrés, ils veulent la réussite de cette équipe-là. Je veux les remercier parce que là, on s'en va d'une grande ride. Il va falloir être patient, c'est une game d'échecs. Les propriétaires qui croient en nous, qui ont investi depuis plusieurs années, il y a eu des années plus difficiles. Je suis content pour eux autres. Merci d'être là. Ils sont même là avec nous sur la route. Merci d'être là. Puis de croire en nous. Puis pour terminer, mais c'est les fans de Rivière-du-Loup. On est chanceux de faire du hockey à Rivière-du-Loup parce que c'est les meilleurs fans de la Ligue. Puis depuis 2 ans, là, les foules augmentent. C'est incroyable, c'est le fun. À chaque match, il y a une belle foule. Puis là, dans les séries, ça a été incroyable. Puis en finale, je le sais qu'ils vont être présents. Puis la foule à Rivière-du-Loup est intimidante. Le building, de la façon que c'est fait, là, on dirait que les gens sont sur la glace contre l'équipe adverse. Donc, c'est d'encourager notre équipe. Merci beaucoup. Puis je pense qu'on va avoir une excellente série. Puis écoute, on y a touché l'année passée. Puis cette année, on va travailler fort pour y goûter. Éric Ailé, on va te souhaiter bonne chance à toi et aux 3L là, pour cette finale. Merci beaucoup. Vous faites de l'excellent travail. Merci de faire ça pour la Ligue. Merci beaucoup, Éric. C'est gentil. Bonne soirée. Bonne soirée. Yes, bonne soirée. Bonne finale. Bonne chance. Donc, Éric Ailé des 3L de Rivière-du-Loup. Christian Deschênes est déjà dans la salle d'attente. David, si tu veux qu'on rentre... Enchaîné. L'entraîneur-chef des Éperviers de Sorel-Tracy, Christian Deschênes, qui est avec nous. Christian, ça va bien? Ben oui, les boys, ça va. Oui, comment on se sent là, à l'aube de cette finale là, dans la Ligue nord-américaine de hockey? Excité. La pause était nécessaire et était primordiale pour les joueurs, mais en même temps, ça crée une baisse un peu d'adrénaline, puis on veut que ça reparte au plus vite, dans le fond, vendredi, dans le fond, parce que les gars étaient sur un high, puis c'est clair qu'ils veulent renouer avec l'action quand même rapidement. Christian, on va faire un peu le portrait, là, comme qu'on l'a fait là, avec Éric Ailé, le portrait de la saison des Éperviers de Sorel-Tracy. Quand même, vous aviez eu une entre-saison chargée pour la 3e été d'affilée. Plusieurs joueurs qui se sont greffés encore cette année. On n'a qu'à penser au Sean Baudrillard, Alexandre Fortin, Mathieu Brodeur, Émile Villard également. Donc, si on regarde le début de saison des Éperviers, comment que ça s'est passé de votre côté, là? Bah, tu sais, il fallait pas se mettre la tête dans le sable. Là. Moi, le premier, avec Pierre, mon dépisteur, je veux dire, oui, il y a une parité dans la ligue, mais on a quand même terminé au dernier rang la saison passée. Puis
je veux dire, comme individu, c'est pas de quoi qu'on accepte dans le fond. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de gens qui travaillent autour de cette équipe-là, il y a tellement de commanditaires qui supportent cette équipe-là qu'on ne peut pas rester là. Puis le but était de faire une mini-reconstruction assez rapidement, puis de profiter du fait que 2 nouvelles équipes arrivaient, puis de mêler les cartes à travers ça, puis de se remettre dans le haut du peloton. Mais ça reste que c'est cyclique. Pendant 12 ans ou 13 ans, ben, on y a touché 2-3 ans de suite. Après ça, on y a retouché. Faut juste pas tomber dans le panneau de dire, ben, regarde, on est là, puis c'est normal, puis c'est une autre année de fini, puis on se contente de ça. Ben, en tout cas, moi, comme personne, la journée que ça va être ça, ben, c'est plus moi qui va être au micro pour vous jaser de hockey. Donc, c'est ça. Pour mon fan band, pour les fans, il fallait ramener une équipe tout de suite, mais la confiance était là parce que la liste était bonne. On savait l'année d'avant que 2-3 joueurs avaient passé près de s'en venir avec nous. Donc, il fallait juste que ça déclenche puis que les gars arrivent. L'expansion est arrivée, c'est drôle à dire, quasiment au bon temps pour nous parce que dans le fond, contrairement à Rivière-du-Loup, moi, dans l'évaluation que j'ai faite des équipes, je pense que Rivière-du-Loup est sûrement celle qui a été touchée le plus durement. C'était des joueurs de jeune âge qui avaient pratiquement aucune retraite de leur côté. Donc, des creviers Morin, je veux dire, tu perds ça, c'est un morceau. Là, je veux dire, côté à Québec a été un des meilleurs gardiens. Tous les joueurs qui sont partis ont eu un impact. Fabien, tant qu'à moi, était un magicien en allant chercher Mathieu et Pelletier à travers les transactions. Fait que, lui a travaillé plus fort de ce côté-là. Moi, j'ai eu à travailler plus fort de côté de ma liste. Mais au final, quand tu regardes ça, c'est 2 équipes qui se sont... eux, c'était pas la même reconstruction parce qu'il avait été en finale, là, mais c'était quand même qu'il avait perdu des joueurs solides puis qui devaient quand même déboucher les trous. Je pense que Fabien l'a très bien fait. Puis de notre côté, ben, c'est ça, c'était de se remettre dans le top 4 dans la saison assez rapidement. Puis on a négocié avec des joueurs en conséquence, mais on a fait des liens. On fait toujours des liens quand vient le temps du repêchage, puis ces liens-là ont débloqué. Je veux dire, un Baudrillard est venu parce qu'il me choque avec un autre. Baudrillard a fait en sorte que Fortin n'hésite pas et se joigne à l'équipe. Auger qui est revenu aussi. Fait qu'on a eu quand même quelques rentrées. On a eu nos coups durs aussi. Là, je veux dire, la perte de notre corps arrière, l'avantage numérique en défense, gros Bill, dans le fond, Gabriel, je veux dire, ça a apparu. Notre avantage numérique en a subi un peu les conséquences, on a payé le prix. Mais dans une saison de hockey, c'est le genre de choses qui. Je veux dire, tu perds des joueurs, puis il faut que ça continue, puis il faut que les autres. Il faut que du monde prenne les bouchées doubles un peu, puis c'est ce que mon groupe a fait, dans le fond. Fait que, on est quand même content du parcours qu'on a fait, de se ramener là. C'est une 2e place, ça vaut qu'est-ce que ça vaut, parce que dans cette ligue-là, honnêtement, j'avais pratiquement prédit 1 ou 2 surprises en début de série, en discutant avec certaines personnes, puis c'est ce qui est arrivé, parce que notre ligue, c'est, je pense, quand on parle de la ligue nord-américaine, la beauté de notre ligue, c'est que de 1 à 8, tu ne sais pas qui continue, puis la preuve, c'est ce qui s'est produit avec Québec, Rivière-du-Loup, et puis... je regarde des lignes, je ne suis pas l'oublié d'autres lignes, mais je veux dire, quand tu regardes les lignes juniors, ben, on n'est pas surpris de voir les Mouskis là, on n'est pas surpris de voir Moncton là, puis de balayer des équipes au passage. Mais nous, la beauté de notre ligue, c'est de se dire que des Québec ont sorti Saint-Georges cette année, que Eric a mis un système en place, puis que Bobby, qui était là depuis des années, mais je veux dire, qui est habitué de voir Tedford sortir en première ronde? Personne. Fait que, puis on n'est pas un exemple, je veux dire, on était peut-être à un but de se faire sortir par Jonquière. Fait que on se met dans le bateau nous aussi. Si on regarde tout au long de la saison, je pense que vous avez quand même eu de la constance. Vous avez eu des séquences de 3, 4 victoires parfois. Et ironiquement, je crois que c'est à la fin de la saison que vous avez 5 défaites d'affilée, qui a été un peu la moins bonne séquence de la saison. Vous êtes arrivé en série, par exemple, vous avez mis vos bas de travail. Est-ce que vous avez un peu
aborder les séries de la façon on va effacer l'ardoise, une nouvelle saison, puis une nouvelle saison qui commence? Ben, c'est clair que ça allait être ça, parce que ça allait être ça pour toutes les équipes aussi. Tu ne veux jamais finir sur une mauvaise note. Par contre, quand tu regardes chaque équipe dans la Ligue a eu sa petite séquence de 3, 4, 5 défaites. Nous, on y avait échappé. Mais en même temps, c'est révélateur parce qu'on avait échappé aussi aux blessures et aux indisponibilités des joueurs. Fait que quand tu regardes que Saint-Georges l'a eu aussi, ben, tu vois qu'il a manqué 3-4 joueurs dans cette séquence-là. Thetford, c'était la même chose. Fait que un peu tout le monde, c'était. C'est juste que nous, ça a été moins pire. Puis, tu sais, la bataille au fameux championnat, là, j'ai pas voulu embarquer dans ça. Pas que je voulais pas, je suis pas en train de dire que je voulais pas le championnat, mais c'est clair que je n'allais pas abuser de certains joueurs pour vraiment aller rattraper et courir après Saint-Georges dans le dernier droit quand j'avais des blessures. Fait que ça a été, je pense, irresponsable de ma part d'aller presser le piston à l'approche des séries, puis je n'ai pas voulu m'embarquer là-dedans, puis on pense que c'était la bonne décision. Dans le fond, nos goalers ont gardé les buts les deux. Nos joueurs ont joué, on a même eu recours à des réservistes du second 3. Le but, c'était de finir avec les 2 derniers matchs, puis de rentrer de la bonne façon, puis c'est ce qui s'est produit. Quand on parle de l'entrée en série, commence en Lyon, des bonnes performances contre Jonquière, prend les devants 3-0. Ensuite de ça, petit à petit, le Jonquière qui revient dans cette série-là. Comment est-ce que tu as vu cette série-là? Puis comment est-ce qu'on... c'est plate, mais c'est arrivé là, pas trop longtemps, justement, que Sorel se fasse remonter 0-3 d'une série, puis de voir Jonquière monter comme ça. Est-ce que c'était quelque chose qui pesait un peu dans la tête de peut-être les joueurs tenaient le bâton plus serré parce qu'il y avait des mauvais souvenirs? Ou comment est-ce que vous avez navigué cette série-là pour finalement gagner en ce match? Bah, tu sais, je pense que dans l'ensemble de cette série-là, c'était des bons matchs des deux côtés. Je pense que le jeune Bureau nous a un peu aussi mêlé les cartes. Là, je veux dire, il est arrivé là comme ça, en fin d'année, remplacé Birubé, pas trop d'expérience dans la Ligue. On prend les devants. Pendant ce temps-là, Desrosiers ne donnait pratiquement rien. Je me mets à la place du jeune au côté, mais c'était tout le contraire, dans le sens que plus que la série avançait, plus qu'il était solide. Je me souviens, le match qu'on échappait en prolongation là-bas, on menait 2-0 après une période, mais on aurait peut-être dû mener 5 ou 6 à 0. Il était phénoménal, cette première période-là. Puis, honnêtement, quand je suis arrivé dans la chambre, après, j'ai dit à Dan, clairement, j'aime pas ça, parce que dans le fond, c'est comme si ça avait été trop facile, cette période-là. Puis, les gars ont comme oublié que ça pouvait virer de bord. Dans le fond, qu'un goaler, même un jeune comme ça, pouvait voler le match. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. Puis après ça, les Blackburn et compagnie, Filion, ben, tu sais, qui n'avaient pas marqué des buts depuis 3 matchs, mais un but, puis un but chanceux qui dévie, un beau but après, puis après ça, en prolongation, ben, va chercher le match, puis tu te retrouves que la série n'est pas finie, puis on s'en retourne du côté de Sorel. Fait que, regarde, au final, je pense qu'on a quand même grandi dans cette série-là, puis il faut rendre Jonquière, dans le fond. Je trouve que des fois, les partisans sont durs parce que dans le fond, tu perds 3-0, tu gagnes 3-0, puis après ça, la série est 3-3, puis tu passes de héros, après ça à 0, ils vont se faire sortir, puis vice-versa, Jonquière n'est pas de calibre. Dans le fond, quand tu regardes les premiers matchs, Jonquière a toujours été là. Mais, je veux dire, il y a un goaler qui a fait la différence d'un bord, on est allé chercher les gros buts dans les 3 premiers, puis ça revirait complètement de bord dans les matchs suivants pour s'en ramasser dans un 7e match, puis là où même on tirait de l'arrière chez nous 2-1, puis on a eu un déclic de 2 buts, mais sinon, encore là, peut-être qu'on ne se parlerait pas aujourd'hui. Il n'y a pas question, je ne peux pas dire que mon équipe a bien joué dans le... C'est pas gage de bien jouer parce que tu gagnes puis que tu joues mal parce que tu perds dans cette ligue-là. Je veux dire, il faut donner aux autres équipes qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis, je veux dire, Jonquière nous a embêtés jusqu'à la fin. Puis, je veux dire, on a été capable de je pense que des vétérans dans cette chambre-là ont trouvé la façon de calmer puis de ramener tout le monde puis de faire le nécessaire pour aller chercher ce 7e match-là.
Parlant de vétérans, vous avez perdu les services de votre capitaine Bouvet-Morissette pendant cette série-là. À quel point là, la perte de Bouvet-Morissette peut se faire ressentir là, dans une chambre sur la glace? Ah, c'est sûr que ça laisse des traces. Là. Je veux dire, André Bouvet-Morissette, c'est pas quelqu'un qui est extrêmement vocal. C'est pas lui qui shake la chambre, c'est pas lui qui va à la poubelle à l'envers. André Bouvet-Morissette, une chose qui est sûre, c'est chaque soir qu'il y a un match, il va travailler de la première seconde jusqu'à la dernière. Fait que celui qui est assis à côté de lui, puis qui a sa journée de job comme lui, puis que parce qu'il a eu à gérer les enfants une partie de la journée, bien André Bouvet-Morissette le fait à chaque début de match, avant chaque match, mais là, à chaque match. Fait que ça reste que c'est un gars qui est le capitaine d'une certaine façon. Mais des capitaines dans ma chambre, je suis quelqu'un que j'en ai plus d'un. Mathieu Brodeur, qu'on n'a pas nommé, ça reste un gars qui par ses expériences de vie, en dehors du hockey, à travers le coaching des Lions, puis tout ça, qu'est-ce qui a passé à travers la famille, sa femme, ses enfants. C'est un gars qui est extrêmement respecté, puis quand il dit qu'on n'est pas sa coche, j'ai pas besoin de passer derrière pour en rajouter. Je veux dire, c'est des gars comme ça qui je veux dire, quand on fait nos listes et qu'on réalise que c'est quelque chose qui nous manquait l'année passée, ben c'est sûr que Mathieu Brodeur, ben dans cette catégorie de joueurs-là, avait un impact. Les frères Malouin, qu'on les aime, qu'on les déteste, ben, quand on les a dans ton équipe, ben, c'est des gars aussi qui se présentent à chaque soir puis qui amènent le groupe à suivre à les suivre là-dedans. C'est un effet boule de neige, puis je veux dire, énormément de ressemblances avec Rivière-du-Loup de ce côté-là. Je veux dire, des bons vétérans avec des bons mix de jeunes, un groupe complet, des équipes qui se servent de leur effectif complet. C'est un constat que je pense que plusieurs équipes vont faire. Dans le fond, quand tu regardes ça, les séries présentement, ben, c'est pas une cachette. C'est les deux équipes qui ont utilisé le staff au complet qui se ramassent en finale. Et faisant la suite, là, on a parlé de la série contre Jonquière, série contre Québec. Probablement, tu en as parlé là, que c'était une surprise. Peut-être que vous attendiez peut-être pas à affronter Québec. Mais série quand même qui, contrairement à Jonquière, ben, pareil comme avec Jonquière, ça aurait pris les devants 3-0, mais contrairement à Jonquière, vous avez réussi là, à closer ça rapidement là, et pas laisser la chance à Québec à revenir dans cette série-là. Ben, tu sais, comme on a allongé, on s'est mis dans le trou avec Jonquière. C'est sûr que c'est revenu sur le sujet dans la deuxième série, une fois qu'on avait pris les devants. C'est sûr que l'histoire de la cédule aussi, le fait d'avoir 2 matchs à domicile, c'est un couteau à double tranchant dans le sens que tu as 2 matchs, si tu les gagnes, c'est quasiment normal parce que tu dois gagner tes matchs à domicile, mais tu n'échappes un, puis tu es déjà à te poser la question de faut que tu trouves le moyen d'aller en chercher un à Québec. Fait que, c'était 2 matchs extrêmement chaudement disputés. Je pense que ça a peut-être laissé des traces du côté de Québec parce que, honnêtement, ils ont extrêmement bien joué le premier match, puis je pense qu'ils auraient gagné aussi. Là. Fait que le fait de trouver le moyen de les gagner les deux, puis de retourner là, le côté staff, même si on ne fait pas allusion, mais je veux dire, ton général qui n'est pas là en Francis Paris, c'est sûr que ça laisse des traces. Là, je veux dire, c'est le gars qui manageait l'avantage numérique. Là, du jour au lendemain, cet avantage numérique-là, il n'y a plus rien qui se passait dessus. Ben, c'est pas un hasard non plus, parce que le gars qui distribue la rondelle à peu près à tout le monde sur la glace, sur l'avantage numérique, il ne se trouve pas là. Fait que c'est beau des fois de donner des rôles à des gars, mais le gars, s'il n'a jamais joué ce rôle-là, même si tu lui mets cette pression-là de dire fais-moi marcher le power play, là, je veux dire, c'est pas comme ça que ça se passe, puis surtout pas en série. C'est sûr que nous, indirectement, on en a profité. Il nous manquait des joueurs aussi, mais quand tu regardes à côté de la balance, Boudria ne soit pas là, même si c'est un de nos marqueurs versus Paris, je pense que Paris le faisait encore plus mal, le fait qu'il ne soit pas là, parce que nous, on a du monde, puis Sean aurait joué, là, dans le fond, ça devenait préventif de dire, gars, tu sors de 3e match, puis le lendemain, tu joues si on perd, mais je veux dire, comme on avait gagné le 3e match, on ne l'a pas amené, mais c'est sûr qu'eux, ça restait le leader, puis
ça a eu un effet sur tous les joueurs. Tu voyais que sans lui, il manquait de quoi. Puis, nous c'était le but, c'était de ne pas lui donner la chance de revenir de son coaching puis de revenir sur la glace. Tu parlais dans la série contre Jonquière là, que peut-être un leader là, comme Mathieu Brodeur aurait dit les gars, vous n'êtes pas sur la coche, puis contre le national, vous vouliez pas, tu disais, vous vouliez pas refaire un peu, tomber dans le même piège, mais est-ce qu'il y a des joueurs ou quelqu'un qui s'est levé dans la chambre pour dire de quoi en particulier ou Oui, sûrement, parce qu'il y a eu un temps où l'entraîneur. Le coach s'est-tu fâché ou. Non, dans le sens qu'à un moment donné, tu es rendu à un stade où c'est tellement intense, tout ça. Tu n'es pas supposé d'arriver à ce stade-là, puis que le coach a besoin de kicker à la poubelle, manière de parler, puis tu sais, je veux dire, les joueurs, ça n'allait pas comme prévu, mais mes joueurs travaillaient quand même, là, dans le fond, mais on n'exécutait pas de la bonne façon non plus. Mais aussi, je pense que Jonquière a changé leur façon de jouer, puis se sont mis vraiment aussi, je te dirais, sur la job encore plus. Puis là, tu sais, tu passes d'une série où tu penses qu'il terminait facilement, puis là, du jour au lendemain, ben là, toi, tu fais des choses moins bien, puis l'autre équipe commence à en faire des mieux, mais ça fait que ça passe de 3-0 à 3-3 aussi. Mais tu sais, d'un, Mathieu Brodeur n'a pas dit, les gars, vous n'êtes pas sur la coche. Mathieu Brodeur s'est inclus dans le groupe, je peux te dire ça. Puis, c'est le gars qui va dire qu'on n'est pas sur la coche, puis c'est sûrement un de ceux qui s'est permis de rappeler aux gars qu'il fallait être dans les bases. Mais tu sais, on a par contre un groupe qui, comme j'ai dit, il y a eu des matchs où il y a eu beaucoup plus d'offensives dans d'autres séries, moins chez nous. Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, ben on a un style plutôt défensif, tout ça. » Je pense qu'on a un style qui ressemble beaucoup à Rivière-du-Loup. Puis ça va être une série vraiment dans le sens que, d'une façon dont on le sait, là, je ne fais pas de. C'est pas une confidence que je fais là. Tous nos matchs cette saison ont été extrêmement serrés. Il y a des matchs où ça a ouvert le jeu un peu plus, puis ils sont capables de marquer des buts, puis on est capable d'en marquer. Puis il y a des matchs où l'équipe fermait le jeu, puis c'était un match d'échec. Puis c'était le premier qui allait ouvrir, puis que l'autre allait en profiter. Fait que, je veux dire, il faut que tu sois capable de gagner des matchs 2-1, comme être capable d'ouvrir la machine pour aller en gagner des 5-4 parce qu'un soir, ça va moins bien. Puis je pense qu'on a deux équipes capables de le faire, deux équipes équilibrées avec plusieurs joueurs capables de contribuer. Là, tu parlais de jeu d'échecs. Tantôt, Eric Kelly également a parlé de jeu d'échecs. Est-ce que ça va être un remix là, de Bobby Fischer contre le Russe? Là, je ne sais pas ce que la série. Eric il connaît le tabou, là, je veux dire. J'étais le joueur, puis il était déjà là, puis il a appris avec Dean. Il a fait son bout de chemin. Maintenant, il a mérité de diriger une équipe, puis il le fait très bien. Puis, je veux dire, il a amené, Fabien, il a amené un paquet de joueurs, mais c'est beau, là, tu peux amener n'importe quel joueur, ton coach, mais il faut que le coach trouve la façon de faire coller ça à tout le monde ensemble, puis que tout le monde, le rôle, là, ces joueurs-là, pour la plupart, quand tu les regardes, c'est tous des joueurs qui ont eu l'impact junior majeur, puis qui avaient des rôles où il y avait premier trio, l'avantage numérique, tout ça, puis du jour au lendemain, il faut que tu dises à certains que pour toi, là, l'avantage numérique, ça ne sent pas ça. Là. Il va falloir que tu te mettes la face, manière de parler en désavantage numérique devant des lancers, puis avoir un rôle de surveiller peut-être plus des joueurs offensifs. Fait que c'est pas évident à faire. C'est le mérite de vos joueurs de l'accepter ou pas de l'accepter. Moi, je pense que j'ai un groupe qui sait très bien un peu comment que je manage le banc, puis les gars semblent vivre avec ça, mais je ne m'en cache pas non plus. Je suis loin d'être facile pour eux. Je veux dire, mais moi, au final, qu'est-ce que je leur dis? Je ne suis pas là pour les faire suer, manière de parler. Là. Je ne suis pas là pour les. C'est pas. Je ne suis pas le John Tortorella du monde qui est de côté et qu'à travers qui coach les millionnaires. C'est pas ça. Là. Je veux dire, on est tous sur la même longueur d'onde. Je me qualifie même plus d'anciens joueurs que de coach. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je leur ai tout le temps dit, moi, mon but, c'est qu'ils deviennent des gagnants. Puis là, il reste encore 4 matchs pour devenir des gagnants. Fait que, je veux dire, je vais être aussi fatigué pendant encore 3 semaines sur les détails, mais le but, moi, dans le fond, c'est que ces gars-là trouvent le moyen de gagner de quoi ensemble.
Il y a un joueur que je voulais mentionner qui joue de façon incroyable toute la saison, mais encore plus depuis le début des séries. C'est le gardien Philippe Desrosiers. En 2 séries, 951 de pourcentage d'arrêt, 8 victoires, 2 défaites. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur l'ancien gagnant du trophée de l'année à travers le Canada, là, niveau junior, donc qui fait honneur là, à son parcours. Là, Phil, c'est un gamer. Là. Je veux dire, Phil, c'est pas volubile. Là, je veux dire, c'est un clown un peu. Il est un gars qui aimerait, mais je veux dire, dans le sens que la seconde que ça devient sérieux, ça reste que c'est un gamer. Puis partout où il est allé, partout où il l'a fait, il n'a pas été éternisé à Rimouski pour le fun. Là, je veux dire, c'est pas un hasard. Je pense que c'est le dernier Québécois à être repêché dans les 2 premières rondes comme gardien de but depuis je ne sais plus quel gardien. Fait que, dans la vie, là, je veux dire, mon père m'a tout le temps dit il n'y a rien au hasard. Là, je veux dire, tu travailles, tu récoltes, tu te pognes le beigne, tu n'as rien, mais Phil, c'est un gars qui est là. C'est un gars qui se déplace, quand il est extrêmement dur avec lui, il faut même des fois le calmer dans le sens que des fois, il donne 3 buts, puis tu le vois qu'il est vraiment pas content, mais l'équipe a gagné quand même. Mais c'est un perfectionniste. Puis c'est pas facile, tu sais, dans le fond. Ces gars-là ont été habitués d'être dans le show puis d'avoir des shots à tous les jours pratiqués. Puis il y a une grosse coupure dans notre ligue où il y a une tonne de gardiens de but, si tu regardes, qui n'ont pas été capables de tu sais, je veux dire, je me souviens à l'époque, Maxime Ouellet ou des gars comme ça qui étaient passés. Il y a des gars qui l'ont carrément dit par après, c'est une ligne qui n'est pas évidente. Là. Je veux dire, tu t'en vas, tu passes de la ligne américaine où les systèmes, tu as des lancers qui viennent de l'extérieur pratiquement, puis là, du jour au lendemain, tu te ramasses dans une ligne où le vendredi soir, si les gars sont fatigués un peu, ils s'en ramassent avec 3 échappés en première période. Là, je veux dire, dans quelle ligue, là, je veux dire, c'est ça, mais tu sais, Phil, s'il est fait, puis il continue d'être notre leader soir après soir, puis c'est un gars qui a soif de victoire, puis il en veut, puis il aime les duels. Tu sais, je veux dire, quand le jeune bureau a fait la job, puis qu'à un moment donné, le nom de bureau sortait, puis il voulait gagner le dernier match, puis tu sais, les gens, la publicité qui était faite du côté de Québec avec côté Casavam, tu sais, je veux dire, Phil voulait ce duel-là. Puis c'était clair, là, je veux dire, il voulait le net, puis il voulait pour les 4 matchs, puis c'était, je veux dire, des duels de gardiens encore une fois dans tous les matchs, puis les deux, on dirait qu'ils se relançaient, puis il y avait quand même un genre de respect dans le fond, parce que tu voyais le goaler qui faisait le save de l'autre bord, puis l'autre qui le faisait de l'autre bord, on en disait, moi avec, je veux dire, puis moi, comme j'ai dit à mes attaquants, c'est à vous autres de la mettre dedans. Je veux dire, au final, là, je veux dire, il y a 2 goalers qui sont top shape, puis à vous autres de trouver la façon de gagner ces matchs-là. Les gars ont fait la différence. Une semaine avant le grand duel, comment on se préparait pour cette finale-là qui commence vendredi? Est-ce qu'il y a eu on a eu une activité de consolidation d'esprit d'équipe ou est-ce qu'on va se voir demain peut-être pour une petite pratique pour finir des petites stratégies? Comment on se prépare là, avant la finale? Jeudi, on a touché à la glace dans le fond. C'était vraiment léger, là, je veux dire, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui devaient quand même se faire traiter. Dans le fond, les traitements normaux à ce stade-ci donné. Donc, non, ça a fini avec un souper d'équipe carrément à brasserie avec une grosse bière et des ailes de poulet. C'est la beauté de notre ligue, pourquoi? Là? C'est pas encore qu'on a mangé du tofu, c'est pas ça qui est arrivé. Mais non, mais on touche la glace demain. Mais tu sais, moi, je fais partie de ceux qui disent là, on avait ce congé-là, puis il fallait que les gars en profitent. Puis je leur ai suggéré de le passer en famille, avec les enfants, de décrocher, pour être capable justement de raccrocher de plus belle à partir de demain puis vendredi. Tu sais. Je m'inclus là-dedans, là, parce que moi, je dis, ça va faire que trop longtemps, peut-être que je suis enseignant, mais ça fait 20 ans que ça va faire 20 ans que ma femme endure mes sauts d'humeur à travers les victoires, les défaites. Fait que
c'était la première à qui, avec mes enfants, que je devais me passer un peu de temps puis de parler autre chose que du hockey. Donc, je devais de trier mes appels. J'ai mis mon téléphone sur mute un peu durant la fin de semaine, mais je te dirais que ce matin, avec la sonnerie qui est repartie de plus belle, elle se doutait que le mode de préparation avait reparti. C'est bon, ça. David, est-ce que tu as d'autres questions? Sinon, ça va un peu dans le même sens que je sais la question qui te reste. Là, donc, OK, bon, je vais te poser donc la même question que j'avais posée à Eric Haley, Christian. C'est qui sont les favoris dans la finale? Est-ce que c'est les Éperviers qui ont fini deuxième au classement, qui sont les plus hauts classements, ou bien c'est les 3L qui sont en finale pour la deuxième année d'affilée? Oh, je te dirais les favoris, tu sais, c'est qui? Ça va être les fans qui vont venir profiter de ces matchs-là parce que, assurément, je pense que ça va être une excellente série, une série qui va être extrêmement longue. Je pense que c'est des équipes, c'est des joueurs qui se respectent dans le sens qu'ils sont au courant de leur force, mais ils essaient de profiter un peu de leur faiblesse. Tu sais, moi, je connais Eric depuis longtemps, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de cachette, là. Quand tu joues contre l'équipe à Eric, tu es sûr d'une chose. C'est ce que je dis aux joueurs. On arrivait le vendredi, des fois, à Rivière-du-Loup, un peu croche, en disant, les boys, on arrive croche. C'est une chose qui est sûre, c'est que cette équipe-là, de l'autre côté, va travailler. Parce que les joueurs, sous les ordres d'Eric Haley, travaillent. Fait que si on pense arriver là avec notre jeu facile, puis on pense qu'on va faire ce qu'on veut, puis quand tu regardes, je ne connais même pas notre fiche durant l'année, mais c'était quand même très serré. Mais je pense qu'on a même eu l'avantage sur nous. Mais c'était ça un peu. T'sais. Nous, on s'est donné, on a travaillé extrêmement fort pour se donner l'avantage de la glace. La défaite de Saint-Georges nous l'a donné jusqu'au bout. Ça c'est une chose. Par contre, moi, je juge que Saint-Georges a l'avantage pas Saint-Georges, mais Rivière-du-Loup a l'avantage de savoir. Le voyagement, ils sont habitués, là, je veux dire, ils font ça à l'année. Nous, ça nous a fait défaut un peu cette année. C'est une bonne chose, on a joué Jonquière parce que ça nous a remis un peu dedans. Mais tu sais, oui, on a l'avantage de la glace. Par contre, eux, c'est quoi qu'ils sont habitués de voyager, de revenir à 3-4 heures du matin pour jouer le match le lendemain. Fait que, je pense qu'il y a de chaque côté, il y a des avantages que chacun peut soutirer. Mais ça va être extrêmement serré. Puis, je veux dire, je pense que mes joueurs sont conscients. Je veux dire, tu sais, Rivière-du-Loup a quand même sorti Tedford, qui est champion, qui est souvent en finale depuis des années. Puis après ça, Laval qui était champion l'année passée de la saison. Puis il y avait de grosses attentes encore là. Fait que c'est pas sorti deux grosses écuries. Là, fait que dans le sens que les joueurs ne peuvent pas leur manquer de respect puis de les prendre à la légère. Là. Ça, c'est clair. Puis, en terminant, tu as mentionné là, que les favoris, ça allait être les fans. Si tu avais un petit mot pour les fans de Sorel-Tracy, plus particulièrement là, pour le match de vendredi, puis pour les fans en général là, à l'aube de la série. Bah, tu sais, c'est sûr que je ne peux pas passer sous silence de remercier tous nos commanditaires qui sont là. Tu sais, ça reste qu'on est conscient que Sorel, ce n'est pas le gros marché. On est supporté depuis déjà de 15 ans. Il y a des gens qui sont là, année après année. Je veux dire, sans eux, on ne serait pas là. Je veux dire, cette année, on a eu un gros projet. Les loges, c'était de quoi qui était extrêmement... je me dois de remercier Rona là-dedans, dans le fond, parce que c'est un gros projet. Tu sais, je veux dire, c'est une possibilité de 5 loges qui sont déjà tous louées. Je pense à l'exception de une qui devrait trouver preneur très bientôt. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de travail derrière. On focus, tu sais, on parle beaucoup de la glace présentement, mais on se doit de remercier les gens qui travaillent derrière. Puis c'est une communauté chez nous. Ce n'est pas une partie d'une communauté. Là. Je veux dire, quand on va regarder le Colisée Gardin, mais c'est la communauté au complet qui est là. Puis je pense que cette communauté-là mérite d'avoir une équipe compétitive année après année, au même titre que nos fans qui sont là puis qui vont être présents dans le fond à partir de vendredi. Mais c'est ça. Puis
je me dois aussi de remercier les femmes des joueurs, des familles des joueurs, parce que c'est énormément de sacrifices. Les gens, des fois, pensent que il y a des gens qui tu les écoutes parler et ils pensent que le mercredi ou vendredi, ils sont relax à la maison avec une nounou qui s'occupe des enfants. Là. Mais c'est pas ça. Je veux dire, Jérémy Malouin travaille à 4h30 du matin, sa construction, pareil comme à Gabriel Paquet-Boudreau, puis ils font leur chiffre, puis ils font plus d'heures pour le vendredi être capable de jouer au hockey puis de donner un spectacle. Fait que c'est des joueurs qui sont dédiés pour la cause. Puis je pense que les joueurs-là, sans leurs épouses, puis la compréhension de la famille, les parents qui aident au niveau des enfants, ben, je pense que ces joueurs-là ne pourraient plus être là. Ils l'ont fait, le font pendant des années, mais sans cet apport-là, c'est pas possible. Puis on leur demande encore un petit coup de main pour 3 semaines et demie. Yes. Donc, le message est lancé également aux fans là, pour le Colisée Cardin. Christian Deschaines, on va te souhaiter bonne chance à toi et aux éperviers pour la finale. Merci, gars. Bonne chance, merci. Donc, merci d'avoir été des nôtres également ce soir et bonne soirée. Yes. Donc, Christian Deschaines, entraîneur-chef et directeur général des éperviers de Sorel-Tracy, qui était avec nous. Donc, on a eu les 2 entraîneurs, Dave, quand même. Puis j'ai aimé le petit commentaire là, de Jérôme qui écrit pour les loges. Chris, tu sais, t'es voir Mike Sherona. Donc, elle était quand même drôle. Mais on a eu les 2 entraîneurs-chefs. Je pense que de chaque côté, là, on a eu, ça a été un travail de longue haleine. On a parlé un peu de la saison, des histoires quand même différentes, un peu des contextes différents, mais comme un peu les 2 entraîneurs ont dit, c'est des équipes qui sont quand même semblables, des équipes qui accordent pas beaucoup de buts. Là, je vois aussi également Daniel Massé qui demande vos prédictions, Seb et David. Moi, je peux peut-être vous prévoir que ça va être des matchs qui vont être des parties d'échecs, qui n'aura peut-être pas beaucoup de buts, que ça va jouer très dur le long des bandes, que chaque but va être important, puis chaque bataille le long de la rampe également va l'être. Exact. C'est sûr que mon côté, dans mon cœur, je serais hypocrite de dire que je prends pas pour Sorel, mais objectivement, c'est sûr que ça, je regarde ça de façon objective, puis c'est dur de voir qu'est-ce qu'il y a un avantage. On l'a dit toute l'année, Rivière-du-Loup, c'est par comité. Tu n'as jamais un break sur la glace, peu importe c'est quoi c'est laquelle ligne qui est sur la patinoire, tu ne sais jamais qui est-ce qui peut la mettre dedans. Je donnais l'exemple des 11 joueurs qui ont marqué 2 buts ou plus. Dans ces 11 joueurs-là, il n'y a même pas le meilleur pointeur de l'année, Pomerleau qui en a juste un, Félix Boivin aussi qui est un des gros pointeurs qui en a juste un, Olivier Mathieu qui joue sur un des premiers trios qui n'a pas de but non plus, mais qui a quand même contribué, veut pas, mais tu sais, que tellement tous les joueurs peuvent contribuer. Des joueurs comme des money players là, de série, des joueurs comme Jason Imbeau puis Tristan Pelletier qui ont plus de buts en série pratiquement qu'ils en ont eu en saison régulière, qui ont plus de points en série, des joueurs là, justement qui valent un peu comme Jérémy Malouin qui a plus de buts en série qu'en saison régulière jusqu'à présent à Sorel-Tracy, des joueurs bâtis pour ça. C'est sûr que ça va être une grosse série. Puis devant les filets, on en a parlé avec Christian Deschaines, Philippe Desrosiers, qui la façon dont il joue présentement, tu le regardes jouer, tu te dis après moi, il n'est pas dans la bonne ligue parce que c'est quand même assez impressionnant. Mais tu regardes Étienne Monpetit, l'autre bord, qui lui goal à 9,39 depuis le début des séries aussi, a connu toute une série contre Laval, jeu blanc, des matchs qui a donné pas plus que deux buts. Fait que c'est quand même un goaler là, qui connaît beaucoup de succès aussi. Sans rien enlever, ils ont quand même alterné un peu. Les Emilien Boilly aussi a gardé les buts, qui a très bien fait également, mais Étienne Monpetit vraiment qui goal
en tabarnouche, comme on dit présentement. Fait que, tu sais, si Philippe Desrosiers cherchait un match-up comme avec Krasnov en demi-finale, il va en avoir un en finale, aussi. Donc, ça va être intéressant. Puis, comme c'est cliché, là, mais c'est les fans qui vont être choyés. Les grands gagnants. Une autre prédiction que j'aurais aimé dire, David, justement, tu parles de gardien. Si on a une prédiction à faire pour peut-être le MVP des séries, c'est sûr que la finale n'a pas commencé, là, mais si la tendance se maintient, quand même jusqu'ici, dépendant de quel côté ça va, je pense que tant du côté de Desrosiers, des Éperviers, que Montpetit des 3L, on a peut-être une option jusqu'ici, si la tendance se maintient sur le joueur des séries éliminatoires. C'est sûr que je l'ai vu une couple de fois dans les commentaires, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Desrosiers, c'est un peu, jusqu'à présent, c'est un peu sans équivoque, je pense que ça serait lui, mais tu sais, du côté de Rivière-du-Loup, il faut dire que Montpetit et Boilly se sont quand même partagés de travers. Fait que, Montpetit n'a peut-être pas tout joué les matchs, mais s'il y a un joueur qu'on n'a pas parlé, ben, je l'ai vu passer dans les commentaires, je pense, mais s'il y a un joueur qu'on n'a pas parlé, Jason Lavallée, moi, ça serait mon choix pour le MVP des séries jusqu'à présent pour Rivière-du-Loup. Tellement très intense. Il frappe comme un acharné contre des gros buts. Dans les matchs 3 puis 4 là, contre Laval, a marqué 2 buts complètement spectaculaires, dont un pour créer l'égalité en 3e période. Des efforts individuels impressionnants, un peu à l'Alexandre Bouguet, quasiment, si je peux dire, là, à Thetford, de partir comme une fusée et de couper vers le net. Fait que, moi, quelquefois de partir sur l'aile et couper ensuite au exact. filet. Alexandre Ranger fait ça aussi souvent à Rivière-du-Loup, mais moi, si j'avais à donner un choix, là, Jason Lavallée qui joue des très, très grosses séries à Rivière-du-Loup, très grosses séries contre Laval, notamment. Donc, ça va être des joueurs à suivre. Il y a un commentaire là, qui est dans le chat présentement. Cette circonstance, la finale pour la Coupe Gilles Rousseau. Gilles Rousseau qui l'a écrit dans les commentaires, donc je mets le commentaire. 2 bons gardiens de chaque côté, 2 bonnes défensives, de bons avants travaillants. Ça sera une très bonne finale. Bonne chance aux 2 équipes. Donc, super. Donc, on salue Gilles en passant. Puis il y avait un petit point aussi, j'espère que tu es encore là. Je sais que Denis Arsenault il a posé la question s'il y avait des joueurs là, qui restaient de la finale de 2016. Il y a un joueur pour les 2 équipes qui malheureusement ne seront pas de la finale, qui ont joué un match en saison régulière, tant pour Rivière-du-Loup qui était là en 2016 que Sorel Tracy. Il y a Samuel Lévesque qui a joué un match à Rivière-du-Loup cette saison qui était là en 2016. Puis du côté de Sorel Tracy, il y a Karel Saint-Laurent qui est venu en remplacement d'urgence vers la fin de la saison pour jouer un match qui faisait partie de l'équipe. Malheureusement, n'avait pas joué la finale en 2016, s'était blessé là, contre Jonquière en demi-finale, mais il faisait partie là, des Éperviers à cette époque-là. Sinon, de 2018, du côté de Sorel Tracy, il reste André Bouvin-Morissette, il reste Charles Tremblay, puis je pense que c'est tout. Quelqu'un qui avait écrit Pépin aussi, peut-être? Pépin qui était à Rivière-du-Loup à l'époque, qui avait joué les 2 finales Sorel-Rivière-du-Loup, mais du côté de Rivière-du-Loup. Cette fois-ci, il va la jouer du côté de Sorel-Tracy. Donc, un peu un drôle d'addon à ce niveau-là. Là, Simon Dany Pépin qui va jouer contre son ancienne équipe en finale. Yes. Donc, je vois Denis qui écrit « Il se mouille pas, Gilles ». Ouais. Super. Donc, ça met bien la table là, de recevoir là, les 2 entraîneurs-chefs une autre fois encore cette année. Je pense qu'on a eu une tradition. La première année qu'on n'a pas Bobby avec nous. Ouais. Pour dire à quel point Thetford on fait dans les dernières années. Ouais, je pense que j'avais aussi posé la question à propos s'il allait avoir son t-shirt là, de Bob Bissonnette et puis le cigare. Ça, c'était encore dans la tangente, là, mais pas cette année. Donc, on va peut-être pouvoir avoir une... Comment?
Il l'a eu l'année passée. Ouais, c'est une nouvelle tangente chez l'entraîneur, peut-être. On va pouvoir probablement recevoir les gagnants là, plus tard quand ça va être fait. Donc, on va probablement également avoir des petites histoires croustillantes, peut-être sur les parties ou comment que ça s'est passé de ce côté-là. Un peu de dans la chambre également, là, comment que le message est passé. Mais en tout cas, ça va être une très bonne série. Ça, c'est une chose qui est sûre. Une autre prédiction que je peux vous faire. Exact. Je pense pas que c'est bon. Donc, ça commence vendredi à Sorel-Tracy au Colisée Cardin. La première partie est à 20h. Donc, on alterne là, du côté de Sorel-Tracy. Ensuite, ça va être à Rivière-du-Loup, Sorel-Tracy, Rivière-du-Loup. Pour les parties. Exact. Donc, une partie de chaque côté, là, prochain week-end. D'autres choses à rajouter, Dave? Je pense que la table est mise. Fait que c'est un rendez-vous vendredi, Sorel-Tracy, samedi. Rivière-du-Loup, match numéro 1, match numéro 2. Donc, on espère que les buildings soient remplis et que ça donne des gros matchs. On a la finale l'année passée, c'était fini avec 2 matchs back-à-back en deuxième prolongation. Donc, on a la barre est haute par rapport à l'année passée. Quoique Sorel-Rivière-du-Loup, en 2016, c'est la dernière fois qu'une finale de la Ligue nord-américaine s'est jouée en 7 matchs. Donc, est-ce qu'on va avoir le droit à ça cette année? Ça, à suivre. À suivre. Donc, merci à tout le monde là, qui ont été là en grand nombre pour nous écouter ce soir. Merci à nos 2 invités, Éric Ailé et Christian Deschaines. Et donc, la table est mise, on remplit la cabane dès vendredi. Et on se voit probablement dans une aréna près de chez vous. Merci et faites attention à vous. Au retour à la maison. Au revoir.